Miroir, miroir, épisode 4. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois la grande Marie da Silva, plus connue sous le nom de Napilicayo sur Twitter, où elle nous régale toutes les semaines avec ses hashtags jeudi survie au taf. Elle est coach stratégiste et a fondé Nkali, une agence d'empowerment et de stratégie dédiée aux femmes racisées et à leurs problématiques professionnelles. Je l'ai invitée parce que son travail est essentiel pour les femmes noires. Marie arrive toujours dans la bienveillance et l'humour à nous donner les outils nécessaires pour survivre dans un monde, notamment professionnel, où le racisme est très présent. Bonjour Marie da Silva. Bonjour Jennifer Padjebi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et vos travail? D'accord, donc en fait, je suis Marie da Silva, j'ai 35 ans et je suis l'heureuse fondatrice d'une agence d'empowerment et de stratégie qui s'appelle Nkali Works. Et à travers cette agence, j'explore en fait ce que j'appelle le fait minoritaire et les dynamiques que provoque le fait d'être minoritaire dans un espace donné. Et j'adresse en fait ces problématiques via le coaching et des workshops comme ceux dédiés à la microagression ou par exemple au fait d'adopter certaines stratégies par rapport aux dominants de nos open space. Et c'est réservé qu'aux femmes racisées? Alors donc au début j'avais vraiment cette approche de le réserver qu'aux femmes racisées, mais je me suis aussi fait disputer par certains hommes racisés qui disaient mais nous aussi on a besoin de stratégie. Donc du coup il y a pas très longtemps en fait j'ai commencé à ouvrir et à adresser en fait des coachings interpersonnels ou des workshops aux hommes victimes du racisme. Ok, alors tous les jeudis, vous avez un hashtag qui tourne beaucoup sur Twitter qui s'appelle le jeudi survie au taf. Okay. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment ça s'est mis en place et en quoi ça consiste? Alors pour tout vous dire, en fait, c'est un peu né par hasard. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler travail sur Twitter et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui étaient là. Ah mais moi aussi j'ai vécu ça, etc. Et donc du coup je me suis dit c'est quelque chose qui intéresse les gens. Et c'est une Twitter qui s'appelle Andy Crespi, je crois, qui m'a donné l'idée de dire vu que t'en parles le jeudi, faudrait créer un hashtag sur lequel les gens pourraient avoir accès aux histoires que tu partages. Donc le jeudi survie au taf, c'est surtout pour mettre des mots sur ce que vivent les personnes racisées au travail, mais surtout c'est l'occasion de partager des stratégies et c'est l'occasion de faire de l'éducation populaire. Et ce que je trouve merveilleux avec ce hashtag, c'est que les personnes qui sont concernées par le racisme s'en saisissent et du coup appliquent parfois les stratégies que je préconise, mais les personnes non concernées y trouvent un moyen aussi de s'éduquer et de faire face aussi à ce qu'elles peuvent renvoyer en tant que personnes dominantes. Et comment vous trouvez à chaque fois ces mèmes et cette manière en fait de ce storytelling qui est à la fois drôle et en même temps utile? Enfin, c'est quoi le fonctionnement? Alors j'ai pris cet angle-là parce que je me suis dit moi j'ai pas envie de pleurer en fait, même si on pleure beaucoup, mais j'ai pas envie de pleurer et j'ai envie aussi de donner de l'espoir. J'ai envie de donner une impulsion. Donc j'ai pris ce pli en fait du storytelling comico-tragique. Pour pouvoir toucher le plus de gens possible. En ce qui concerne les mèmes et les gifs, je suis juste une voleuse invétérée. Dès que je croise un mème qui pourrait me servir pour un jeudi, je le copie sur mon téléphone. Donc voilà. D'accord. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse énormément à chaque fois que vous racontez la manière dont vous avez aidé vos pépites, comme vous les appelez. Il y a toujours cette idée de l'apparence, en fait, de toujours se montrer sous son meilleur jour, de toujours de pas se laisser abattre en fait par une situation gênante ou même très compliquée dans le milieu professionnel. Et en fait, pourquoi l'apparence? Parce qu'en fait, l'apparence, en fait, c'est la première chose que vous allez offrir au monde. C'est la première chose, en fait, qu'on va appréhender de vous avant même que vous ouvriez la bouche, avant même qu'on se fasse une idée sur votre personnalité. Et c'est important de faire passer des messages par la manière dont on s'habille et par le corps. C'est-à-dire que souvent, je dis à mes pépites, écoute, là, t'es en guerre, donc il va falloir te présenter comme une guerrière. Et souvent, en fait, on va surjouer les attributs féminins
féminin, par exemple, j'ai eu un cas où une pépite devait se confronter à une de ses collègues. Je lui dis, mais tu vas mettre ton highlighter, ton rouge à lèvres le plus rouge, tes talons les plus hauts, et tu vas aller la trouver. On va voir ce qui se passe. Et justement, en fait, ça, on convoque, en fait, quand on s'habille de cette façon, quand justement on se met en puissance à travers les vêtements, on convoque une certaine énergie, et c'est l'énergie qu'il nous faut pour affronter certaines problématiques. Et du coup, par rapport à cette question de l'apparence, j'ai un vrai rôle modèle. Par exemple, Christiane Taubira, je pense que c'est la personne qui s'est fait le plus insulter en France. Et justement, on la voyait jamais tout en noir, etc. Quand elle se présentait à l'Assemblée, elle avait toujours un haut de couleur vive, elle avait toujours des nattes impeccable. Et donc, du coup, c'était une manière pour elle aussi d'être digne face aux attaques. Et je pense aussi que c'était une manière de se présenter au monde de manière extrêmement confiante. Et, de montrer qu'elle ne se laisse pas abattre, en fait, malgré exactement. tout. Et le haut de couleur vive, si vous voulez, c'est aussi un message. C'est-à-dire que là où on essaye de m'invisibiliser, là où on essaye de faire de me faire disparaître, j'existe. Quand je mets un haut fuchsia ou un pull jaune à l'Assemblée, j'existe. Et vous me voyez, vous n'avez pas le choix que de me voir. Donc déjà, je trouve que Christiane Taubira incarne tellement ce propos. Que je l'utilise aussi en exemple. Et puis, il y a aussi le fameux exemple. Le fameux Naomi Campbell dont on parlera un peu plus tard. Mais est-ce que cette histoire d'apparence, elle concerne que les femmes ou aussi les hommes ? Je pense qu'elle concerne aussi les hommes. Quand on regarde, par exemple, je sais pas moi, si vous regardez des images de G8, il n'y a aucun président qui va arriver en jog. Donc du coup, il y a aussi le pouvoir, en fait, c'est quelque chose qui se met en scène, et ça se met en scène aussi à travers les vêtements. Les hommes ont tendance à mettre en scène leur pouvoir via des costumes, via des chaussures cirées, via la voiture, etc. Et nous, les femmes, on va avoir peut-être d'autres moyens, en fait, de démontrer notre puissance. Comme le maquillage, les vêtements, etc. Ok. Bon, je suis désolée, c'est vraiment très hétérocentré. Oui, mais je parle vraiment de manière ultra générale. Par exemple, si j'ai en face de moi une personne, je sais pas, non binaire ou par exemple qui n'est pas vraiment dans des codes de féminité, on va trouver d'autres moyens, en fait, de démontrer la puissance. Le plus important, en fait, finalement, c'est de mettre des attributs dans lesquels on se sent le plus à l'aise. Exactement. Donc ça peut passer par du maquillage, un vêtement, mais quel que soit le vêtement, du moment que ce soit son arme un peu de puissance. Ouais. Un vêtement où on se sent à l'aise, un vêtement où on se sent en puissance, et un vêtement dans lequel on peut bouger et être à l'aise. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi l'apparence est-elle si importante chez les femmes noires précisément ? Pourquoi ? Parce que les femmes noires, en fait, vont avoir aussi... on subit la double peine. C'est-à-dire que le sexisme, c'est quelque chose d'extrêmement racialisé. On est femme et noire en même temps. Et donc, on tombe tout à fait sous le coup, en fait, des fantasmes coloniaux. Des fantasmes liés à nos cheveux, par exemple. Donc, bien sûr, l'apparence, pour nous, ça va être quelque chose qui ne devrait pas, mais qui va être éminemment politique. La manière dont on se présente au monde est politique. Par exemple, souvent, j'ai le cas de pépites qui me disent « Je passe un entretien, qu'est-ce que je fais de mon afro ?» Parce que l'afro ne va pas être considéré comme une coiffure professionnelle. Il y a eu énormément de procès au prud'homme concernant cette question-là. Je me rappelle aussi du procès d'un mec à Air France qui s'est ramené avec son afro au travail, et on lui a dit ce n'est pas une coiffure convenable, mais en fait c'est juste les cheveux qui poussent sur notre tête. C'est comme si je disais à une personne blanche, tes yeux marrons ne sont pas professionnels et ne sont pas adaptés à ton poste de travail. C'est exactement la même chose. Et ça rentre vraiment, c'est vraiment dans le cadre du travail qu'on le ressent le plus, finalement. Bien sûr, parce que le travail, c'est l'espace de domination ultime. Donc, du coup, bien sûr qu'au travail, on va ressentir cette pression, vu qu'on essaye de tout uniformiser, mais on essaye de tout uniformiser par rapport à qui ? Et justement, on ne sera pas dans la norme. Je prends l'exemple, par exemple, des marques de luxe, par exemple, que ce soit Chanel, Prada ou autres. D'ailleurs, vous venez de ce milieu-là. Voilà, oui. Je viens de ce milieu-là, donc je peux en attester. Je me rappelle qu'on avait les mêmes codes concernant le maquillage.
Donc, en sachant que moi, avec ma carnation, mon rouge à lèvres ne peut absolument pas être le même que celui de Géraldine, blonde aux yeux bleus. Et pourtant, c'était pas quelque chose qui a été adressé. Juste pour vous dire, en fait, que la norme est blanche et quand on est en dehors de cette norme, ça crée une vraie distorsion entre la manière dont on se voit et les autres nous voient et on fait face à une pression énorme. Alors, donc, comme on disait tout à l'heure, on va parler du Naomi Effect, qui, moi, me passionne. À chaque fois que je vois un mème d'elle ou son nom, ça me parle. Et j'ai envie que vous expliquiez ce que c'est et pourquoi c'est si important. Alors, écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, donc, je rappelle juste, en fait, moi, mon travail, en fait, c'est de repérer les stratégies qui marchent et les mettre à disposition des personnes dominées ou oppressées. Donc, c'est-à-dire que je n'ai aucun scrupule, par exemple, à utiliser des stratégies de François Fillon ou de Macron. Enfin, moi, j'ai déjà utilisé en soirée le coup de la pensée complexe. Qui est, par exemple, de dire à une personne, bon, bah, écoute, je sais que tu veux provoquer le débat, mais comme j'ai une pensée si complexe que j'ai peur que tu la comprennes pas. On va essayer de gagner du temps, mon chéri. C'est ce que j'appelle le coup de la pensée complexe. Et donc, du coup, j'ai aucun scrupule à dire, voilà, les dominants ont certaines stratégies que nous, on doit réutiliser qu'on doit réutiliser pour faire face. Et donc, je suis tombée, en fait, sur ce fameux épisode où Naomi, en fait, a écopé de travaux d'intérêt général pour avoir tapé sur son assistante. Et du coup, tous les journalistes l'attendaient sur le lieu où elle allait faire des travaux d'intérêt général. On parle de Naomi Campbell, on parle d'un top modèle reconnu. Et donc, elle sort du camion de police avec une robe Dolce & Gabbana lamée, édition limitée. Et donc, du coup, ce qui m'intéressait, c'était pas de dire si oui ou non elle le méritait. Elle méritait carrément ses travaux d'intérêt général. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce qu'elle a mis en place pour justement faire face à l'humiliation, puisqu'en fait tous les paparazzis l'attendaient et du coup elle a transformé un moment d'humiliation en un moment de RP, quoi, un moment de relation publique. C'est-à-dire que cette femme, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle a fait face à une humiliation et elle l'a gérée. Et est-ce que nous, en fait, pour nous aider dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde professionnel, même dans des situations très compliquées où en fait on nous infériorise entre guillemets, il faut être des Naomi, en fait. Je pense que oui, je pense qu'il faut faire face à toutes ces techniques de minorisation, à toutes ces techniques d'infériorisation avec une hargne sans faille. Parce que, si vous voulez, à un moment donné, il ne faut pas qu'on tombe dans ce que j'appelle en fait cette espèce d'aliénation culturelle. Une personne qui est victime d'aliénation culturelle, elle va prendre la vérité du dominant comme un fait. Et le truc, c'est de combattre ça en disant, plus tu m'infériorises, plus j'existe, en fait. Plus tu m'invisibilises, plus je suis apparente. Et donc, oui, je pense que Naomi, malgré... C'est une vraie sorcière, on est d'accord. C'est vraiment une sorcière. Mais on apprend beaucoup de choses aussi en la regardant. D'accord. Comment vous aidez à gérer vos pépites au quotidien? Et est-ce que vous avez un exemple très concret où vous leur avez donné justement des conseils d'habillement, d'apparence? Alors ça m'est arrivé, le cas en fait qui est super emblématique. Bon, je peux en parler puisque maintenant elle est plus en France et elle m'a permis de le faire. Donc en fait c'est une pépite. Moi je traîne beaucoup sur Twitter. Enfin je suis un peu accro je crois. Et un matin je me retrouve en train de lire mes messages privés. Les DM, pour les ringards de Facebook, là. Donc, je reçois un DM et je lis écoute, Marie, je te suis depuis quelque temps et écoute, là, je suis coincée dans le parking de mon entreprise car un collègue m'a vue avec mon voile. Donc, moi, déjà, j'avais même pas encore pris mon café. Je dis, OK. Donc, j'ai une personne qui est coincée dans son parking et qui veut pas remonter au bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, voilà, en fait, c'est une personne musulmane qui porte le voile à l'extérieur du boulot et qui l'enlève dès qu'elle rentre dans l'enceinte du parking pour pas que ses collègues puissent la voir. Et elle veut pas être victime, en fait, d'islamophobie. Donc, elle a fait un choix. Et donc, elle me dit, voilà, je suis coincée dans le parking de mon entreprise et j'arrive pas à remonter. Je peux pas remonter parce que mon collègue m'a vu avec le voile et je peux pas l'affronter. Qu'est-ce que je fais? Je dis OK, je m'éclaircis la voix et je lui dis déjà ce qu'on va faire, je lui dis t'as pleuré? Elle me dit oui j'ai pleuré, etc. Je lui dis OK, tu vas ressortir ton miroir, tu vas te remaquiller, tu vas mettre ton meilleur rouge à lèvres
et on va aller trouver notre amie. Et donc, du coup, je lui ai donné justement cet exemple de Naomi et je lui ai dit, écoute, là, t'es en zone de guerre, tu vas la traverser avec des hauts talons. Il n'y a pas le choix. Et je lui ai dit, interdiction d'aller se terrer dans ton bureau, sinon tu as perdu la guerre. Interdiction d'aller supplier ton collègue de pas le dire. Tu vas aller le trouver. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée trouver ce collègue en question. Elle lui a serré la main. Elle lui a dit, alors, comment tu m'as trouvé ? Et donc, il y a une pancarte devant la machine à café, Sigi, la mâchoire de Jean-Mi. Et donc, voilà, en fait, comment on a pu régler... Enfin, c'est un petit épisode comme ça, mais on a pu régler un cas avec de l'attitude et du gloss. Et donc, je trouve ça sympa. Ouais. Et récemment, j'ai vu aussi, peut-être que tu peux pas en parler, parce que c'est en cours, je sais pas, mais une personne, une pépite, qui a eu un problème par rapport à sa corpulence, parce qu'elle avait des formes, et on lui a dit que sa tenue n'était pas appropriée. Tout à fait. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change de manière de s'habiller ? Ah non, parce qu'en fait, le truc, c'est que on peut pas donner raison. C'est une guerre psychologique. Et donc, nous, ce qu'on a fait, et en plus, je l'ai raconté sur Twitter, ce qu'on a fait, on a fait un truc très simple. Je lui ai dit, quand on te dit que c'est pas approprié, je suis désolée, c'est quelque chose d'extrêmement flou. Et là où on essaye d'être flou, il faut que tu sois précise. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, je lui ai dit, chaque jour, pendant une semaine, tu vas te prendre en photo avec tes tenues. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on va voir elle est allée voir son chef en lui disant, voilà comment je me suis habillée sur la semaine. Est-ce que vous pouvez me dire de manière extrêmement précise ce qui n'est pas approprié ? Là, j'ai aussi la convention collective et le règlement intérieur qui parle du code vestimentaire. En quoi les tenues que vous avez sous les yeux entrent en contradiction avec le code vestimentaire. Et c'est là qu'on l'a eu. Il n'avait plus rien à dire. Et en fait, le truc, c'est d'être vraiment clair. Et en fait, ça, c'est un épisode très emblématique de ce que nous pouvons vivre en tant que femmes noires, puisque déjà, nos corps, à la base, sont considérés comme vulgaires. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On change de corps ? On peut pas. On peut pas, ouais. On peut pas. Est-ce qu'on se ramène avec des espèces de... Est-ce qu'on se ramène avec des sacs poubelles ? On peut pas non plus. Ouais. On peut pas changer de corps. Apparemment, notre corps est considéré comme tellement vulgaire que quoi qu'on mette, on aura les mêmes remarques. Donc, je pense que la solution, un élément de solution, c'est d'être déjà bien avec soi. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout cet intérêt qu'on porte aux femmes noires récemment ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider justement à prendre un peu plus le pouvoir, un peu plus de place, notamment dans des espaces où il y a beaucoup de dominants ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous met trop en avant et après, l'excuse qu'on va nous sortir, c'est bon, vous avez vos couvertures, vous avez votre maquillage. Je pense que, en fait, c'est une question hyper épineuse et hyper profonde, en fait. Est-ce que je peux vous dire que je danse pas de joie quand je vois une femme noire sur une couverture de magazine ? Bien sûr que je danse de joie, bien sûr que je suis contente. Et bien sûr que c'est de la représentation et qu'on a besoin de cette représentation. Mais... j'ai envie de dire, la diversité, en fait, c'est quelque chose de complexe et j'ai l'impression que derrière ces couvertures de magazines où on a des femmes noires, il n'y a pas de volonté politique pour la diversité. Je pense par exemple à cette fameuse pub Gucci. Oui, je pense que c'est une pub Gucci où on voit que des mannequins noirs. Cette pub est magnifique. Mais pourtant, quand on rentre dans une boutique Gucci, est-ce que je vais voir des vendeurs noirs ? Est-ce que je vais voir des responsables des responsables de stand Gucci noirs, par exemple ? Est-ce que dans le directoire de Gucci, est-ce qu'on a des noirs aussi ? Donc, le truc, c'est que cette diversité, en fait, il ne faut pas qu'elle se transforme en une espèce de miroir aux alouettes ou en espèce d'arbre qui cache la forêt. Il faut qu'on que ce soit derrière vigilant. Aussi. Exactement. Et tous les fiascos qu'on connaît sont aussi dus aussi à un certain manque de diversité. Il y a eu le fiasco H&M. Il y a eu Assos où dans la paix du Christ, on a eu une mannequin non coiffée. Et donc on se dit, mais déjà à la base, qu'est-ce qui s'est passé avec cette mannequin ? Pourquoi de nous l'avoir... Non, je crois que c'était J.Crew, je crois que c'était J.Crew, pas Assos, mais je suis sur le catalogue du J.Crew. Oui, c'était ça. Voilà. Ouais. J.Crew, et on voit une personne noire qui n'est pas coiffée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a pu prendre cette photo et penser que tout était normal ? Et je me dis, mais s'il y avait une petite main noire dans l'espace qui avait dit, par contre, ce n'est pas une coiffure. Ce n'est pas normal. On aurait pu éviter ça. C'est-à-dire que diversité, il y a une diversité visible. Apparemment, c'est une diversité qui leur donne bonne conscience et qui leur permet pas d'aller plus loin. Mais moi, je leur dis, mais allez plus loin, en fait.
La et nous, ça diversité, ne nous aide pas plus que ça, en fait. Dans notre vie quotidienne, je veux dire, dans nos vies quotidiennes, ça ne nous aide pas plus que ça, mais c'est quand même important. Je dirais que, OK, vous avez fait soi-disant un effort, vous ne reposez pas de cet effort, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller plus loin, ouais. Parce que, on est noir et on n'est pas des nouveautés, en fait. On n'existe pas depuis 2012. Je sais que vous regardez pas mal la télé, les séries. Tellement. Donc, vous connaissez sans doute Scandale et How to Get Away with Murder. Bien sûr. C'est des représentations assez nouvelles. Enfin, je peux aussi parler de Being Mary Jane, qui est un peu moins connue en France, mais qui est avec Gabrielle Union, donc une actrice américaine. Donc, c'est des représentations assez différentes de femmes noires qui travaillent, qui ont un boulot en plus assez important, visible, et en plus qui sont toutes les trois assez différentes. Je parle d'elle et pas forcément d'Issa Rae dans Insecure, parce que c'est peut-être un peu moins des figures de pouvoir. Enfin, elle a un boulot qui rentre moins dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'on a besoin de plus d'Olivia Pope, d'Annalise Keating en France ? Oui, on a besoin de Bad Bitch. On a besoin de Bad Bitch parce que, je veux dire, c'est avec Annalise Keating et Olivia Pope. J'ai l'impression que c'est une des premières fois à l'écran qu'on a des meufs, mais pas aimables. C'est des sorcières, mais c'est des vraies sorcières. Et moi, j'ai besoin de voir ça. C'est quelque chose de jouissif, en fait, de voir des femmes noires qui ne s'excusent pas. De voir des femmes noires méprisantes, de voir des femmes noires hautaines, de voir des femmes noires unapologetic. Elles n'ont pas le temps, en fait. Elles n'ont pas le temps. Et je trouve ça mais vraiment rafraîchissant. Rafraîchissant de voir vraiment des bad bitch à l'écran. Rafraîchissant de voir qu'elles ne sont pas sous cette espèce d'injonction à l'humilité. Elles ne tombent pas aussi sur l'injonction à la pédagogie. Elles prennent une décision, c'est cette décision. Et aussi, il y a tout ce côté powerful qui m'inspire énormément et j'ai beaucoup de stratégies tirées de ces séries. Ouais, voilà, parce qu'en fait l'inspiration est partout et je me dis ça c'est intéressant, comment on peut l'appliquer dans la vie réelle. Ouais, mais est-ce que c'est des représentations qui parfois sont pas un peu faussées, cette idée qu'il faut toujours par exemple, Olivia Pope qui a toujours les cheveux lissés et en fait, dès qu'elle a les cheveux bouclés ou qu'elle est un peu plus détendue, c'est dans des cadres qui sont pas du tout professionnels ou dans des cadres qui sont plus familiaux où elle se sent plus en sécurité. Enfin, il y a pas un peu cette idée de la femme noire, en fait, elle a toujours besoin de se montrer sous son meilleur jour parce qu'en fait, elle a pas le droit à l'erreur. Il y a ça, évidemment, il y a ça. Je pense aussi à cette scène où Annalise Keating enlève sa perruque et toutes les femmes noires de France et de Navarre ont fait... c'est extrêmement rare de voir ça à l'écran. La télé, oui, bien sûr qu'il y a une injonction à être toujours parfaite, à être toujours au top. Enfin, moi, demain, si je sors avec... je sais pas, moi, je me suis jamais senti le courage de sortir en mode Charlotte Gainsbourg avec un jean déchiré, un vieux débardeur blanc. Je fais ça, je suis morte, on va me lancer une pièce. Enfin, je peux pas faire ça. Mais bien sûr, c'est quelque chose à déconstruire. C'est quelque chose à déconstruire. Du coup, on a besoin de nouveaux modèles. Je pense aussi, je pense là, tout à l'heure vous parliez de Issa, de Insecure, où on a besoin en fait de modèles plus terre à terre, plus proches de nous aussi. Mais ça fait du bien en fait d'avoir des femmes powerful d'un côté et des femmes plus terre à terre de l'autre parce qu'on a le droit d'être les deux. Est-ce que vous diriez que votre travail change des vies, tout simplement? Ce serait vraiment ambitieux de dire ça, mais je sais pas. J'ose pas répondre à cette question. Non, je dis simplement, en fait, je pense que la vie dont je suis sûre qu'elle a été changée, c'est la mienne, en fait. Parce que se battre aux côtés de ces personnes, en fait, ça a quelque chose d'extrêmement cathartique. Leurs ennemis sont mes ennemis. Donc, du coup, j'ai l'impression d'être ce général stratège qui part en guerre tous les matins. Mais oui, s'il y a une vie qui a été changée, c'est la mienne. Parce que j'ai appris quelque chose d'extrêmement important. J'ai appris que le pouvoir était quelque chose de relatif. Et de la même manière qu'il se donne, il se reprend. Et est-ce que vous avez des conseils plus généraux, bien sûr, si quelqu'un a besoin de conseils très spécifiques, il peut faire appel à vos services. Bien sûr. Mais des conseils un peu pour des femmes et pour des hommes racisés qui, dans un contexte professionnel ou autre, sont diminués, qui sont fragilisés. Qu'est-ce qui peut les aider, en fait? Alors, je pense qu'il faut beaucoup passer par... moi, je pense qu'il y a observer.
Souvent, je donne le conseil de ok, Pépite, tu vas observer la personne la plus dominante dans ton open space et tu vas récupérer des choses de sa gestuelle et voir comment le monde interagit avec ça. Et les effets sont souvent assez spectaculaires, en fait. Je pense qu'il faut faire particulièrement attention à ce qu'on véhicule avec le corps et avec la manière dont on se présente. Donc, je dirais oui. Souvent, je dis, entre dans cette pièce comme un homme blanc du CAC 40. Oui, ça c'est sûr. Il faut entrer dans la pièce comme un homme blanc du CAC 40 qui est sûr que le monde a été fait pour lui, évidemment. En attendant d'avoir confiance. Il faut utiliser des subterfuges. Et ça, c'est le premier. La deuxième chose, je dirais aussi qu'il faut absolument... il faut avoir cette mentalité de chercheur, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un chercheur raccrocher sa blouse parce que le premier essai n'a pas marché. Le chercheur, en fait, il échoue et l'échec, pour lui, c'est un moyen d'apprendre. Et donc, en fait, cette expérience noire, en fait, elle est plurielle. Elle est complexe. Et je pense que pour mieux la vivre, il faut absolument se donner le courage d'essayer, d'échouer et de se relever. D'accord. Donc, je dirais avoir une mentalité de chercheur. C'est-à-dire exercer sa mentalité de chercheur, sa mentalité de scientifique. La troisième chose, je dirais aussi que dans ces moments où on a l'impression que le monde, on est on est en plein dans le racisme systémique, donc toute interaction est prétexte à du racisme. Et donc ça a vraiment... un poids énorme sur nos santé mentales. Et donc, je dirais, il faut s'occuper de sa santé mentale. Il ne faut pas hésiter à dire quand on ne va pas bien. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Même parce qu'on sait que c'est un problème dans les communautés afrodescendantes. Bien sûr. Le psy, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose de naturel. Et ça, c'est important. C'est hyper important. C'est hyper important parce que le racisme, en fait, c'est de la même manière qu'on a commencé à parler de charge mentale. Je dirais comme Maboula Soumaoro qui a eu cette idée de génie de le définir comme ça. Il y a une charge raciale. Et donc, c'est-à-dire comment on fait face à cette charge raciale, c'est parfois en prenant le temps de s'asseoir sur le canapé d'un psy ou même d'un ami et de dire voilà ce qui se passe dans ma vie, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes blanches qui ne comprennent pas que vous vous intéressez pas à elles, en fait? Parce que je sais que vous avez quand même beaucoup de remarques, pour ne pas dire insultes, même du harcèlement en fait en ligne, de gens qui ne comprennent pas en fait que ce que vous faites c'est d'utilité publique et qui vous en veulent en fait de pas s'intéresser à eux et en particulier à elles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi j'ai envie de dire si elles arrivent, moi je leur proposerais plus une expérience. Je leur dirais allez voir un cardiologue et demandez-lui pourquoi il s'occupe pas des yeux. Si elles arrivent à faire ça, qu'elles reviennent vers moi. En fait, le truc, c'est que concrètement, j'ai décidé de me spécialiser et parce que j'ai décidé d'orienter mon activité vers des personnes qui ont le plus besoin et qui, dans le milieu du coaching mainstream, n'ont jamais trouvé une personne qui les comprenait, en fait. Moi, je commence mes coachings en disant « je te crois ». Quand une personne me parle de racisme, je lui dis « mais je te crois ». Une personne me parle d'homophobie et de racisme, je lui dis « je te crois ». Et donc ça, c'est déjà quelque chose de primordial. Pour coacher quelqu'un, il faut déjà ne pas remettre sa parole en doute. Et c'est quelque chose que les personnes que je coach ont pu expérimenter ailleurs. Et j'ai envie de dire, les femmes blanches ont quand même... pour une coach qui ne sera pas spécialisée dans leurs problèmes, elles en ont 99 autres qui le seront. Donc tout va bien, l'honneur est sauf. Enfin, est-ce que vous avez des recommandations, des pistes à explorer, que ce soit... de livres, de films, de documentaires, enfin des choses qui vous ont mené vers ce à quoi vous êtes aujourd'hui et surtout qui peuvent aider des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à vos services. Alors moi je dirais je leur donnerais tout simplement la démarche qui m'a amenée à faire ce métier. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée à me demander quelle serait mon étape d'après, j'ai ressenti en fait le besoin presque viscéral de revenir à tout ce que j'avais vécu et de le réinterpréter. Donc ceux qui me connaissent savent que je travaille beaucoup avec des scénarios alternatifs. Je pense qu'il est important de revenir sur son histoire et dire par exemple ce fameux jour où on m'a fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Qu'est-ce qui aurait pu se passer ?
comment j'aurais pu réagir. Et c'est ce que j'appelle en fait un journal de pouvoir. Prenez des cahiers, recensez vos expériences douloureuses et essayez de leur donner un autre jour. Essayez d'en apprendre. Et j'en reviens à cette fameuse mentalité de scientifique où revenez sur vos échecs et proposez à vos histoires en fait des fins alternatives. Et comment on peut faire appel à vos services, justement ? Alors donc je suis beaucoup, enfin il y a un site internet qui est en train de se faire, mais je suis sur Twitter, sur Facebook et aussi j'ai mon mail sur mon Twitter, donc. D'accord, on peut vous contacter comme ça. Exactement. Et vous faites vos prix en fonction des services. Ouais, ça c'est hyper proposés. important. Donc si vous êtes riche, vous paierez pour les pauvres. Donc c'est ma manière de me la jouer Robin des Bois du coup. Donc du coup voilà, j'ai des pépites qui font partie d'horizons vraiment différents. Ça va être de la personne en fait au RSA qui recherche un emploi, mais par exemple qui est pas performante en entretien, à la banquière d'affaires. Donc du coup, c'est la banquière d'affaires qui va payer pour la pépite au RSA. Et vous faites aussi des formations, des ateliers, tous les combien ? Alors donc en fait, normalement, je devrais en faire 2 par mois. Le dernier atelier Ankali a eu lieu le 6 octobre et il s'appelait « Survivre au racisme des Lumières ». Et c'est un atelier qui est spécialement fait pour les étudiants. D'accord. Et du coup, vos projets pour la suite ? Alors, est-ce qu'on peut savoir ? Je pense que déjà, je me fais disputer tous les jours pour la sortie d'un livre. Donc, je suis obligée d'y réfléchir sérieusement. Donc, je pense que c'est mon principal... ça va être mon principal projet. Pas de série ? Non, pas de série, Jennifer. Après, je me tâte aussi pour un podcast. J'ai la chance d'avoir une communauté hyper engagée. Donc, il y a 2-3 jours, c'était la polémique de devrais-je lancer des tote bags ? Donc, du coup, il y a plein de possibilités. En fait, je recherche un moyen vraiment de reverser dans la communauté. Et mon but ultime, vraiment, c'est de pouvoir autofinancer des formations gratuites pour les personnes au RSA ou qui sont dans des coachings pour des personnes en précarité. D'accord. Et enfin, à part vous suivre sur Twitter, je laisserai le hâte pour les auditeurs et les auditrices. Qui d'autre est essentiel à suivre sur les réseaux, qui peut aider à être inspiré, à sortir un peu de situation. Alors, j'ai la liste. Ouais. Vous avez une liste, d'accord. Oui. Donc, il y a Laura Nsafou qui s'appelle Mrs. Roots sur Twitter et qui vient de sortir comme 1 million de papillons noirs et qui parle aussi de représentation d'une petite fille noire et de son rapport à ses cheveux. Donc, bien sûr, Mrs. Roots que j'ai suivi en premier quand je suis arrivée sur Twitter, évidemment. D'accord. Il y a aussi Kiemis qui parle politique. C'est une femme noire qui parle beaucoup politique et d'amour parce que c'est vraiment une éternelle romantique. Aussi que j'adore aussi, il y a le média Dialna. Et puis ce sont vraiment les 3 comptes qui essentiels, d'accord. Ok. Merci beaucoup Marie Da Silva. Merci à vous. C'était l'épisode 4 de Miroir Miroir. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me dire vos commentaires sur les réseaux sociaux et de laisser des étoiles sur Apple Podcast. Miroir Miroir est un podcast produit et réalisé par Binge Audio. Vous pouvez écouter l'épisode sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci, à bientôt. Binge. Attendez, avant de partir, je voulais vous parler d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les couilles sur la table et qui est présenté par Victoire Tuaillon. Salut Victoire. Salut Jennifer, merci, c'est cool que tu m'écoutes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important de parler des hommes, des masculinités, de tout ça ? En une phrase, c'est important parce qu'en fait, on parle jamais des hommes en tant qu'hommes. On fait toujours comme si les hommes, c'était des êtres humains universels, alors qu'ils sont aussi construits par des normes sociales et que c'est important de les examiner pour pouvoir être plus libres. Donc si ça vous intéresse, ça devrait vous intéresser. Les couilles sur la table, c'est un jeudi sur 2 sur Binge Audio et sur toutes les applis de podcast. Merci Jennifer. Binge.